Qu'on soit bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. On est le 8 juin. Revenez à la vidéo d'hier pour une petite intro. On a trop de choses à décrypter là dans ces petites notes sibyllines, même s'il ne nous en dit pas beaucoup. On y va de suite. Ordi, donc le 7, on avait Work on UA, ce United Amateur, cette parution annuelle qui va donc sortir en septembre, inclura de Lovecraft une importante critique de John Ravenor Ballen, un auteur anglais vivant dans le sud de l'Ontario, tout près de la frontière américaine, qui mourra le pauvre à 41 ans. Aujourd'hui, c'est encore travailler sur le United Amateur, plus écrire des lettres. Ça, hier, on en parlait en détail. C'est évidemment préparer l'Assemblée générale, le bureau, obtenir des candidatures. Qui s'occupera cette année à venir des finances? Qui sera président? Qui sera là dans le comité de rédaction? Et puis, il y a aussi la question des abonnements au journal. Il y a aussi la question des adhésions et la question du bilan financier, puisque pour adhérer, il faut payer $2 et que c'est ça aussi qui aide à la publication, même si des gens là comme Lovecraft n'en tire aucun profit. Tout ça est strictement bénévole. Oui, c'est la hauteur du mot amateur. Up early, c'est-à-dire que donc il se lève, retire, c'est-à-dire que cette nuit il a dormi. Et là encore, rest, c'est-à-dire qu'il est revenu à un rythme. Ben oui, parce que c'est pas le boulot de fiction, c'est pas le boulot personnel, c'est tellement utilitaire, c'est ce qu'ont publié les différents membres de l'association, c'est réviser les articles, c'est faire s'assurer qu'il y aura bien des critiques littéraires là pour toutes les publications des adhérents, tous une sorte de choses qui sont obligées parce que c'est la vie de l'association elle-même. Et là, donc, il est revenu à un rythme à peu près diurne, c'est-à-dire probablement, c'est vers minuit, 1h ou 2h du matin, qu'il va s'allonger sur son canapé une place, dans lequel il doit être un peu trop replié, mais ça le regarde. Donc, il se lève de nouveau en milieu de matinée, se met à travailler encore à nouveau sur ce qu'il prépare, l'ensemble des choses qui vont se retrouver dans cette parution, la prochaine, début septembre, et écrire les lettres, write letters. Et quand il écrit à Lillian, une nouvelle lettre à Lillian Clark qui commence, je crois que celle-ci, on en dispose, on verra ça demain, puisque c'est demain encore qu'il continuera de l'écrire. Là, on est à 2 petites barres, puisqu'il aura raconté le 7 et le 8, et demain, on sera à 3 petites barres, il aura raconté le 7, le 8 et le 9. Vous avez compris, ça aussi, le principe. D'ailleurs, le 10, il sera encore à Work on UA. Et teaser, puisqu'on regarde la page, vous voyez que demain, c'est le retour de Sonia, même si elle fera encore des allers-retours, mais Sonia va revenir donc à Clinton Street. Ce sera encore une étape dans leur vie. On en parlera, ça, évidemment, dès demain. Il faut bien aller faire des courses, out for shopping, et quand il ne précise pas, c'est simplement l'épicerie, c'est son pain qui le protégera bien dans une boîte de fer blanc pour pas que les souris viennent le grignoter à sa place. Il achète du fromage, il achète des boîtes de haricots et, quand tout va bien, des spaghettis, mais il n'y a plus de restaurant depuis plusieurs jours. Je pense qu'avec le retour de Sonia, on va retrouver probablement le John's. Mais là, pour l'instant, c'est manger là, sur un coin de sa table, faire les courses, et puis, quand on remonte, ce sera encore right. Alors évidemment, pour nous, peu à commenter, mais ça n'empêche pas d'explorer avec le PDF justement ce qui semble là en adéquation avec ce Work on UA. Et c'est ce que j'avais dit aussi préalablement
Je ne sais pas comment il écrit ces articles, mais un des grands articles, quelque chose qui est chaque fois présent, Among the Amateurs, c'est le titre qu'il utilise constamment. Voilà, tiens, le livre s'ouvre tout seul avec cet article lu hier, What Amateur Dome and I have done for each other, ce que le journalisme amateur et moi-même nous devons l'un à l'autre. C'est toujours dans chaque publication des nouvelles des adhérents. Et là, en mois de septembre à venir, il est impossible de penser que, d'abord, il faut faire la liste. Donc ce sera George William Kirk, Alfred Galpin, l'ancien président, Samuel Loveman, premier de nos poètes amateurs, Reinhard Kleiner, James Morton, Frank Belknap Long, Howard Phillips Lovecraft lui-même. Il va parler de lui à la troisième personne, et la présidente Sonia Lovecraft et d'autres. Mais donc, monsieur le rédacteur en chef va installer dans le United Amateur un compte-rendu où c'est exactement là la petite troupe du Kalem Club. George William Kirk, un de nouveaux membres, libraire spécialisé en livres rares, s'est installé à New York. S'est associé avec un autre compagnon de Cleveland, c'est Martin Kamen, dans une librairie de très haut goût au 97 de la 4e avenue. Les amateurs, en visite à la métropole, feraient bien de faire de cet établissement leur quartier général et le lieu de rendez-vous. C'est à l'enseigne de la librairie Martins. L'ancien président, Alfred Galpin, qui s'est marié en juin 1924, a accepté à l'automne dernier un poste de professeur de français au Rice Institute de Houston, Texas, peut-être la meilleure université de l'État à l'étoile unique. Il s'intéresse de plus en plus à la littérature et la musique, et vous savez que Galpin ensuite émigrera en France et assumera sa vie de compositeur. Samuel Loveman a habité New York depuis septembre 1924 jusqu'à mai 1925. Oui, c'est tout le feuilleton qu'on a suivi ces jours-ci de comment Loveman, dans l'échec de sa vie à New York, décide de repartir à Cleveland, mais il espère y revenir l'automne prochain. Il habitait, ça aussi on l'a vu avec des récits, il habitait une pittoresque vieille maison dans les hauts de Brooklyn, mais pas Brooklyn Heights, là où vit Lovecraft, de l'autre côté du City Hall. Une spacieuse bow window donnant sur le port et son commerce vers tous les ports du monde, ainsi que le skyline magique de Manhattan et ses pyramides et flèches aériennes. Donc vous voyez ceux qui veulent à tout prix nous démontrer la haine de Lovecraft pour New York, ainsi que la skyline magique de Manhattan et ses pyramides et flèches aériennes. C'est une ville de fiction, comme la quête en rêve de Kadhafi, l'inconnu. Rien à schématiser, rien à simplifier. L'ancien lauréat, oui, puisqu'on lui a offert un prix de poésie à ce cher Reinhard Kleiner, qu'ils aiment tellement, un gars qui habite Brooklyn et qui est un vrai Brooklynien, mais un boulot d'un emploi de bureau à Manhattan, continue de se révéler comme un des plus fins poètes de New York. Bon, c'est pas à nous d'en juger. Une semaine passe rarement sans que surgisse de sa plume un croquis vivace du quotidien de la métropole. Alors aussitôt, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il a écrit et comment il écrit Kleiner sur Brooklyn? Ben, j'ai trouvé. Alors Columbia Heights, Brooklyn, pour George Kirk. C'est un texte qui n'a pas encore été écrit. Celui-ci, il sera écrit le 6 octobre 1925. De vieilles maisons nichées dans de vieilles rues. Combien d'années écoulées depuis que brillaient les briques, maintenant défraîchies, ou que la pierre, désormais brune et croulante, était spectacle majestueux conçu pour les splendeurs de la mode ou les discrètes retraites des riches. Les grands appartements revendiquent leurs anciennes bornes et cachent les étoiles suspendues dans la nuit. Le taxi roule trop vite pour qu'on puisse rien voir. Là où le cliquetis des roues des fiacres et carrosses ont disparu, seule la rivière et la baie sont encore inchangées et immuables à travers la dérive des années. Seuls les couchers de soleil gardent leur éclat d'antan, et comme nos cœurs qui ont jadis connu le frisson des amours, des espoirs et des craintes mêlées, ces maisons meurent de chagrin pour les années qui s'en vont.
Alors c'est intéressant parce que c'est loin du symbolisme de Hart Crane, son texte là sur le Brooklyn Bridge où c'est des mouettes. Alors il y a les mouettes qui passent en dessous, en haut, et chaque vers est énoncé sur la même perspective du pont, disjointe depuis la perspective là de ces oiseaux qui passent dessus, dessous, à droite, à gauche, et en même temps il y a tout ce bruit de la ville qui vient, et puis il y a ce personnage qui arrive et qui se penche là sur la rambarde. On est très loin de ça. Loveman a aussi une poésie très symboliste, très rimée, mais est-ce que Loveman parlerait de la ville? Non, non. Par contre, Loveman traduit Baudelaire. J'en avais recopié un dans un de nos PDF. George Kirk aussi traduit Baudelaire. Et la traduction comme exercice d'appropriation pour soi-même de l'écriture, ouais. Mais est-ce que Kleiner, lui, ça l'intéresse, Baudelaire? Là, on en est très très loin. On n'est même pas chez Apollinaire. Hein. Alors, j'avais dit que Lovecraft parle de lui-même. C'est curieux parce qu'on a donc une tout petit, c'est pas si petit, c'est 3-6, c'est 8 lignes. Donc, petit portrait de Lovecraft. Lovecraft, du comité éditorial. Il dit pas qu'il est en chef, hein, a déménagé le 1er janvier de Flatbush, là où il habitait donc avec Sonia depuis son mariage, pour le vieux quartier de Brooklyn Heights, où on peut le trouver au 169 Clinton Street, parmi d'autres vénérables maisons de vieilles briques. On retrouve là le poème de Rainer Kleiner. Il a effectué en novembre un séjour à Philadelphie. Oh, tiens, ça il faudrait qu'on le reprenne, puisque nous, c'était 1924, c'était pas notre période, mais bon, logé à l'IMCA, ces trucs-là, ces auberges de jeunesse qui ont un rôle tellement important aux États-Unis. Et quand il ira, là, c'est à Newburyport, la ville dont il tirera Innsmouth, cauchemar, ténèbres sur Innsmouth. Il dormira aussi, il s'hébergera à l'IMCA, cette auberge de jeunesse. Et vous savez le rôle que tient cet hôtel où ces créatures tentent d'assassiner le créateur dans Innsmouth. À Philadelphie, il était à l'hôtel pour étudier à son gré les anciennes architectures coloniales de la ville et de ses environs en avril, accompagné de George Kirk. Il a fait une rapide visite à Washington et ses environs. Ouais, tu parles aller-retour en une journée. Où il a bénéficié des services experts et bienveillants de Madame Rancho et de Monsieur Zachrist. Ça, vous savez, c'était le 11 avril par là. Son temps étant malheureusement très compté. Voilà comment Lovecraft se décrit lui-même. Alors que ça, on a 2 grands textes autobiographiques, 2 grandes notices beaucoup plus longues. Alors si on va voir le New York Times, ça reviendra sur tout ça parce que c'est des périodes, en ce moment, il y a une espèce de chrysalide. Il est en train de sortir de lui-même et de sortir de lui-même justement pas en réglant ses comptes avec le United Amateur, mais en le prenant jusqu'au plus dense, en exerçant là sa pleine responsabilité au niveau national pour être libre de partir de son cheminement beaucoup plus solitaire dans les ombres hostiles là, de la fiction, de l'imaginaire, de l'horreur. Alors pour ce qui est du New York Times, on est le 8 juin, lundi 8 juin 1925. En première page, c'est encore la canicule qui continue. Mais il a soufflé du vent. On sent que c'est la fin. Et les New-Yorkais dansent dans la rue de la joie de cette fin de la canicule. On a 15 degrés en moins. On est descendu de 40 à 25, là, en quelques minutes, le soir. C'est pour ça qu'il y a ces scènes de joie dans la rue. Mais, Baffin Near City. On va se baigner dans l'Hudson River, on va se baigner dans la East River. On va dans le port et puis on se débrouille pour peut-être même l'étang de Central Park, je sais pas. Mais 13 noyades. 13 noyades pour simplement avoir voulu fuir la canicule en se baignant. Et même 2 personnes deux sauveteurs qui ont voulu aller se porter au secours d'autres personnes. Pensez pour l'ami Frédéric Boyer, se sont noyées, elles aussi.
On est lundi, le journal ne fait que 32 pages. Bon, mais en page 2, encore une fois, une dernière fois, liste, ça je vous l'ai recopié dans le PDF, la liste de 63 morts et 45 hospitalisations pour le 7e jour de la canicule, avec les noms, les âges et les adresses. Cette diversité est tellement incroyable, comme New York garde et devient la ville des villes. Mais ça, pas besoin de prêcher des convaincus. Vous me pardonnerez de toujours faire collection des petites publicités de camions. Bon, de toute façon, on avait déjà subi quelques-unes. C'est la façon de partir par le dessin à l'aventure de la représentation publicitaire. C'est pas la photographie d'un camion, c'est le dessin qui exprime ce que représente le camion. International Trucks, l'homme qui sait et l'homme qui ne sait pas. Et c'est toujours en dernière page qu'on a ces belles pubs. Et là, il y en avait une juste avant. Coco, 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 Cao, Cao, le policier invisible. Alors, qui c'est Coco, le policier invisible? C'est ficher les braqueurs dehors de vos business. Et moi, je les emmène à la prison. C'est une boîte de détectives privés. Merchants, détective bureau, une agence de détectives spécialisée, c'est vrai, on invente la surveillance privée et les compagnies de sécurité privée et operates automatically on trucks in stores, offices and lofts. Ils accompagnent vos convois, la paye en camion et ils protègent les commerces, les affaires. Est-ce qu'un bandit entrerait dans votre magasin s'il voyait un policier de garde à la poste? Vous savez la réponse. Et he will keep away from you with Coco on the job. Et puis quoi, et puis quoi, et puis quoi? Il est court le journal? On revient première page. Et on revient à la canicule. On passe à la deuxième. Et à la liste des morts, ça j'en ai parlé. Mais si on descend un petit peu avec ces 13 noyés, là, partout où il y a de l'eau dans la ville. Hier, c'était dimanche. Dimanche sous la canicule. Qu'est-ce qu'on fait? On va à Coney Island. Et combien de New-Yorkais sont partis hier pour Coney Island? 750 000. Vous imaginez la plage, les balades, les manèges à Coney Island avec 750 000 New-Yorkais fuyant la chaleur? C'était notre journal du 8 juin. À demain.